On y va? Éteignez-moi un peu la lumière. Ambiance. Il me faut un écho pour le début. La chanson, elle veut ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le moment. L'avenir, je ne sais pas de quoi il est fait, puisque je ne sais pas combien j'en ai devant moi d'avenir. Quand j'étais enceinte, j'ai souffert des colibets, mais terriblement. Ludo, ça a été mon moteur, et ça a été mon petit mec. Pour moi, Michel Sardou, c'est un excellent copain, tout d'abord. Je veux dire, il a toujours des idées absurdes. C'est-à-dire, il a toujours envie de voyage, d'aventure. Vous êtes marié, Mike Brandt? Non. Alors il y a de l'espoir pour toutes les filles françaises qui vous regardent? Dans Archives secrètes, l'histoire des stars de la chanson s'écrit avec des séquences inédites et des documents inconnus qui vous font entrer dans leur intimité. Mike Brandt a mal vécu les contraintes imposées par le statut de vedette de la chanson. Il aspirait à autre chose, comme le laissent entendre des bandes sonores révélées pour la première fois. De Daniel Balavoine, on connaît la voix singulière et les engagements, mais de sa vie personnelle, on ne sait pas grand-chose. Filmé par son directeur artistique, il se dévoile sous un nouveau jour. Sheila, mère célibataire, a conservé les films des années heureuses avec son fils unique Ludovic. Elle nous ouvre ce soir son album de famille. Michel Sardou avait une idole dans le métier. Son nom, Johnny Hallyday, rencontré à l'âge de 16 ans et qui deviendra son ami, celui des fêtes et de l'aventure. Voici un nouveau chapitre d'Archives secrètes, la face cachée de nos idoles. Alors là, vous avez le grade de commandant de bord, excusez-moi du peu. La télématique, l'informatique et l'aérobatique m'a lâché, ce qui fait que Patrick Mercurieux et moi-même sommes arrivés par nos propres moyens, tel Christophe Colomb. Et moi, je suis témoin qu'on est arrivé pile au point, au waypoint. Ouais. Grâce à ma manœuvre. Au revoir. Capitaine. On a pris le bateau de Michel et on s'en va vers les Bahamas. Et là, vous avez l'eau magnifique. Il y a deux mecs qui nagent, c'est Michel et moi. On n'a pas besoin de masque. On n'a pas besoin de masque. Ça, c'est des souvenirs. Il n'y a pas de journaliste, il n'y a rien. Nous ne sommes que tous les deux. C'est peut-être ma femme à l'époque qui nous a filmés. Regarde, on s'en va. Si on lutte pas contre le vent, on s'en va. On revient plus, là. Je vais voir Babette, moi. Faut pas s'éloigner du bateau parce qu'on serait perdu. Ouais. Même pour revenir sur le bateau, on a du mal. C'est fou le courant. Hein. Jacques Revaux est l'un des plus grands compositeurs français. À l'origine de nombreuses mélodies à succès de Michel Sardou, comme La Maladie d'amour, Les Lacs du Connemara ou la Java de Broadway, interprétée si souvent sur scène par l'artiste. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme un bedon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais. Quand on a du Bourbon, c'est peut-être pas là, vrai de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Au fil des années, le compositeur est également devenu l'ami du chanteur. Il nous a confié une cassette vidéo de ses vacances aux États-Unis avec Michel Sardou, des souvenirs très personnels qu'il nous fait découvrir pour la première fois. Michel avait acheté une maison qui était splendide à Miami avec le bateau devant. Dans les années 90, Michel Sardou et sa femme Babette décident de s'installer sur la côte est américaine. Sur Star Island, une des îles les plus prisées de Miami Beach,
le chanteur a fait bâtir une villa avec piscine et un studio de répétition. Jacques Revaux et sa femme sont venus y passer quelques jours de vacances. Michel a des amis, mais pas beaucoup de copains. Il a donné son amitié à des gens, mais un petit cercle d'amis. Dans le petit cercle d'amis de Michel Sardou, on compte un autre monstre sacré de la chanson française. C'est Johnny Hallyday. Avec des archives rares, des photos inédites et des témoignages forts, nous allons vous raconter la singulière complicité entre ces deux stars de la chanson, une amitié qui a duré plus de 40 ans. Tout commence en 1963, sur un plateau de cinéma en Camargue. Johnny a 20 ans et tient le premier rôle du film de Noël Howard, D'où viens-tu Johnny? Dans la distribution de ce western, Sylvie Vartan et Fernand Sardou, père de Michel, qui donne la réplique à celui qui est déjà une vedette de la chanson. Entre deux prises, Michel Sardou, qui n'a alors que 16 ans, se glisse sur le plateau et profite de cette opportunité pour rencontrer son idole. Il est venu me voir en culotte courte. Son père m'a dit, tu sais, mon minot, parce qu'il sait parler avec l'accent, il dit, je veux pas t'emmerder, hein, mais mon minot, il a fait des chansons, alors il s'est mis dans la tête de te les présenter. Alors ça te dérange pas de le recevoir dans la loge? Je vois un petit gars, les cheveux courts, très intimidé, ne parlant pas beaucoup. Alors j'ai dit, chante-les-moi tes chansons. Alors c'était horrible parce qu'il voulait chanter sans guitare, tu vois, comme ça. Et je lui dis, écoute, c'est pas mal, mais retravaille un petit peu et puis tu me représenteras les chansons dans quelques temps. Et moi j'étais très gêné parce qu'il ne bougeait pas, il était là et je ne savais pas quoi faire. Alors je prends une chemise avec laquelle je tournais et je lui dis, tiens, je te donne ma chemise. 10 ans plus tard, Michel Sardou devient à son tour une vedette de la chanson. Comme cet oiseau brûlé qui renaît de ses cendres. Et dans son 4e album, qui sort en 1973, il enregistre Le Phénix, une chanson dédiée à celui qu'il admire, Johnny Hallyday. À ton sort, depuis le temps qu'on vit ta mort, comme cet oiseau maudit par ceux qui disparaissent. C'est à la gloire de Johnny. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes catholique, vous, vis-à-vis de sa sainteté le pape? Vous le vénérez? Eh bien, Sardou, il vénère Johnny. Voilà. Et Johnny, fier d'être adoré par Michel, devient son ami. Ça rentre dans les classiques de l'amitié, ça. Un an après la sortie de ce titre, Michel Sardou, accompagné par son ami et guitariste Pierre Billon, va vivre une expérience qu'il espérait depuis si longtemps, partager la scène avec Johnny. L'après-midi du 3 août 1974, ils se retrouvent dans les arènes de Béziers. Pendant les répétitions, Pierre Billon ne rate rien de leurs échanges. Il n'arrêtait pas de se faire des cadeaux, de bijoux, de conneries comme ça. On aurait des gonzesses. Ils sont superstitieux, c'est pour ça qu'ils ont des grilleries. Mais c'est aussi par amour, on va dire. Pour moi, Michel Sardou, c'est un excellent copain, tout d'abord. Ensuite, dans les nouveaux chanteurs, je veux dire les nouveaux chanteurs depuis moins de 5 ans, c'est pour moi le seul auquel on ne puisse pas le comparer, je veux dire, à quelqu'un d'autre. Et à mon avis, c'est un des seuls qui restera. Johnny Hallyday, c'est mon envie de faire du musical. C'est ce qui m'a donné envie de faire du musical. Et puis c'est aussi pour moi le premier à avoir inventé ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire la scène visuelle, le son très fort aussi, et à le faire admettre.
étincelant qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Devant un public en liesse, Michel Sardou laisse la place à son ami rocker. Le soir, et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir, le cœur comme une pierre, je commence ma vie. Je suis né dans la rue, dans la rue. Mais le moment que les 17 000 spectateurs attendent, c'est d'assister au duo des deux bêtes de scène. Nous avons retrouvé l'unique enregistrement sonore de cette fin de concert. Écoutez. Est-ce que vous savez ce qu'est le blues? Je voudrais demander à mon ami Michel Sardou. C'est que lui, je lis ce que lui pense du blues. Le blues, c'est d'abord, comme le dit Johnny, toute la musique que j'aime, toute la musique qu'on aime, et certainement toute la musique que vous aimez, vous. Moi, je veux te dire ce que moi je pense du blues. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Ah, ça a fini sur la musique que j'aime. Oh mon Dieu, mon Dieu. Effectivement, c'est une très belle chanson, mais ça prête à la bramasse quand même. Ça prête au cri. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal au crever. C'était concours de caquettes du début jusqu'à la fin. Je jouerai plus fort que toi, je jouerai plus haut que toi, je ferai plus de notes aiguës. Je ne savais absolument pas dans quelle tonalité on jouait, tellement c'était fort. On était mort de rire. Je sais même pas si ma guitare n'était pas branchée au cendrier, quoi. De toute façon, j'ai rien entendu. Comment tu veux entendre quoi que ce soit? Cette première fois, ensemble, sur scène, leur a tellement plu que les deux artistes se retrouvent un an plus tard pour chanter ensemble dans une émission de variété. Cette fois, c'est un titre de Michel Sardou qu'ils interprètent, un autre grand succès, composé par Jacques Revaux. Tu sais qu'il y a une chanson de toi que j'adore, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une chanson que j'aurais pu chanter, que tu as chanté, que tu ne m'as pas donnée, qui s'appelle « Les villes de solitude ». C'est ça. Et c'est une chanson que j'adore, d'abord parce que tu la chantes très bien, et puis... Oui, non, c'est vrai, non, mais je lance des fleurs, alors j'y vais, mais j'aurais bien aimé la chanter quand même. Alors ce soir, je propose une chose, chantons-la ensemble. Si, quelle bonne idée. Et en plus, c'est pas prévu du tout, c'est vrai, c'est une surprise. C'est pas prévu, alors voilà. D'accord, bon, on y va. Alors, les villes de solitude. J'adore ça. Dans les villes de grande solitude, de nouvel an en nouveau-né, quand j'ai bu plus que d'habitude, me vient la fin d'un carnassier. L'envie d'éclater d'une banque, de se crucifier le caissier, d'emporter tout l'or qui nous manque et de disparaître en fumée. Ah ben ils envoient. Johnny, il envoie. Michel, qui est bon en reste, il en rajoute. Ça envoyait vraiment. Dans les villes de grande solitude, c'est vrai que l'on ne casse rien. Dans les villes de grande solitude. En 1977, après avoir sorti un nouvel album, Michel Sardou s'accorde une pause. Il rejoint avec sa compagne Babette son ami Johnny, qui a loué un mythique voilier de course pour une croisière aux Antilles. Quel souvenir magnifique. Et vous avez le père Sardou, là, qui dort, le père Johnny qui est amoureux,
Moi, sérieux comme un pape, avec Béatrice, mon ex-femme, et puis les hommes du Vendredi 13 derrière. Vendredi 13, quel bateau magnifique, quoi. Oh bah c'est une idée de mon ami Hallyday qui est avec moi ici, qui a loué ce merveilleux bateau là, qui est le Vendredi 13 pour nous, pour passer une semaine ici en Martinique. Il faut essayer de s'éloigner un peu, je veux dire, pour pouvoir tenir le coup, il faut de temps en temps oublier un peu les problèmes, les soucis et puis le boulot, quoi. Sur le Vendredi 13, eux se levaient vers 9-10 heures et on avait entre-temps changé d'endroit. Parce que à 4-5 heures du matin, le voilier sans bruit faisait 2 ou 3 heures de navigation et on atterrissait dans une autre île. On a fait toutes les Caraïbes comme ça. Voilà, je vois Michel était en forme. Moi, j'étais un petit peu mince encore, c'était bien. Toujours la cigarette au bec. Donc là, on allait à la pêche. Moi, j'ai le harpon. Et Michel aussi, il a les ceintures de plomb. Ça, c'était les immuables parties de cartes, le gin, Babette, avec sa copine. Moi, je suis avec Johnny. Quelques mois après cette virée en bateau, une autre occasion est prétexte à une fête mémorable. Nous sommes le 14 octobre 1977 au matin. Michel Sardou est réveillé par téléphone par Hubert Wayaf, animateur sur Europe 1. Allô Michel, mon petit gars. Te fous pas de ma gueule, quand j'ai pas dormi pendant 2 jours. Mais je te signale que dans à peu près 40 minutes... Ne t'inquiète pas, en paix. Oh, c'est le café. Qu'est-ce que c'est? C'est le café. Ah, c'est le café. Bah, je vais dire, il était que temps parce que tu te maries dans 40 minutes, mon petit gars. Dans 40 minutes? Oui, tu te maries dans 40 minutes, mon petit gars. Ne t'inquiète pas, pourquoi personne m'a réveillé? La nuit précédente, Michel Sardou n'a pas beaucoup dormi. Johnny Hallyday a organisé son enterrement de vie de garçon avec les copains du métier. À 11h du matin, les yeux cachés derrière des lunettes noires, le futur marié et son témoin arrivent ensemble à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Je me souviens, on avait des lunettes de soleil parce que j'avais les yeux un peu fermés et embués. Mais cette fête a duré jusqu'au petit matin. C'est vrai que là, on en avait pris une, on en avait pris une sérieuse, ouais. Très très sérieuse. Ah non, c'était affreux. Moi, je suis arrivé à la mairie un peu en vrac et surtout un peu en retard, évidemment. Je ne sais pas si Michel Sardou, Michel Denisot, a gagné le gros lot ce matin en épousant Babette. Oui, écoutez, Yves, il a répondu oui ce matin devant Monsieur Peretti, pas exactement la même question que vous venez de poser. Et c'est l'un des rares moments d'intimité de cette journée de Michel et Babette Sardou qui se sont mariés ce matin à la mairie de Neuilly. C'est Monsieur Achille Peretti qui a procédé au mariage. Je suis en compagnie de l'un des témoins de ce mariage, Johnny Hallyday. Alors, il y avait énormément de monde ce matin, Johnny. Ah oui, il y avait vraiment énormément de monde. Et comment ça s'est passé? Bon, ça s'est très bien passé. Il a dit oui, elle a dit oui. On m'a dit que ces derniers jours, vous aviez préparé ce mariage d'une façon un peu particulière avec Michel. C'est-à-dire que ça fait 2 jours qu'on enterre sa vie de garçon, en espérant qu'ensuite il ne fera plus de bêtises. Mais ça s'est très bien passé. Finalement, on est rentré très sagement se coucher assez tôt. Non, il était 4 heures du matin. C'était très raisonnable pour un enterrement de vie de garçon. Quelques mois après cette union, un autre voyage se profile. Mais un voyage entre hommes. Passionné depuis toujours par les rythmes et le cinéma américain, Johnny Hallyday embarque son ami Michel Sardou dans une aventure. Johnny a toujours des idées absurdes. C'est-à-dire, il a toujours envie de voyage, d'aventure et de trucs. Il me dit, on va descendre les gorges du Colorado. Je dis, pourquoi? Parce qu'on avait vu un film qui s'appelait Délivrance. Délivrance, c'est un film de John Borman qui raconte l'histoire de 4 aventuriers partis en Géorgie affronter une rivière tumultueuse en canoë. Ce ne sera pas la Géorgie, mais le Colorado. Qu'importe, les 2 copains embarquent pour le rêve américain. Johnny voulait faire la descente du Grand Canyon, faire le grand frisson, l'aventure, l'Amérique en plus. Et on arrive. C'était
vraiment la pampa. Il s'équipe. Il s'équipe en chapeau, il s'équipe en couteau, et chacun regardait ce que l'autre achetait. Johnny allait acheter en douce pour que l'autre ne le copie pas, et mutuellement, mais ils se copiaient. Et l'aventure commence. L'aventure, c'est l'aventure. Ce qui est bien, c'est que c'est très confortable, comme vous pouvez le voir. Une aventure que les deux stars vont partager avec Claude Pierre Bloch, l'attaché de presse de Johnny. Parce que délicatement, Sacha, je t'appelle. Avec un mouah. Mais également Sacha Roule, C'est vrai, le il est secrétaire du rocker. Ah, quel pied. Oh oui. Ah délivrance. C'est délivrance. Ça commence. C'était des fous rires, des blagues entre eux. C'était un couple d'amitié, de fraternité. Hallyday, c'est son frère, son confident. Le long du Colorado, les deux complices sont à la recherche d'adrénaline. C'est très décevant, la descente du Colorado. Tu t'imagines que c'est des gorges, que c'est la guerre, que tu es sur des trucs en caoutchouc et tout. Première chute, on a un petit peu les moules, tu vois, l'eau était froide, mais bon. Pour les deux amateurs de sensations fortes, les eaux du Colorado, tout comme le rythme des journées, sont finalement un peu trop calmes. Premier soir, à 6 heures, il fait nuit. Donc, première nuit, décalage horaire, on a du mal à s'endormir. Pour pimenter cette expédition et cette première nuit en pleine nature, Johnny Hallyday joue avec une des phobies de Michel Sardou. Sardou était immobile par les serpents. J'en suis dans le sac de couchage. Je le vois qui s'assoupit. Et alors, je commence à gamberger dans ma tête. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'emmerder? J'ai pris une petite pierre et je l'ai lancée dans les fourrés qui étaient à côté de sa tête. Et il se réveille en sursaut, il me dit « Tu dors? T'as entendu ?» Alors je dis « Oui, je dors, qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Là, il y a un serpent. » Je dis « Ah non, j'ai pas entendu. » Il dit « Ah bon, alors déjà, il a remis 20 minutes, une demi-heure avant de se rendormir. » Et puis j'ai recommencé le truc 3-4 fois, tu vois. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit, le lendemain, il était crevé pendant toute la journée. C'était un voyage extraordinaire, mais long. Et il faisait une chaleur, je me souviens, il faisait des chaleurs terribles. C'était un lac, ça roulait facilement. Là, tout le monde commençait à avoir ras-le-bol. Les jours s'étirent sur les eaux boueuses du Colorado, quand enfin, une signalétique nourrit l'espoir de vivre l'aventure. Grand panneau qui dit « Danger à partir de maintenant, c'est les rapides, c'est vos responsabilités ». Arrive le bruit, donc on est inquiet. On entend le bruit des vagues. Le bruit était terrible. On n'était pas rassurés. La descente du Colorado est un souvenir de plus dans l'album d'amitié des deux hommes. Un souvenir que Michel Sardou va mettre en chanson en écrivant et interprétant 8 jours à El Paso. J'ai passé 8 jours à El Paso sans apercevoir un cheval. Ils sont loin les rodéos, des cow-boys du corral. Pas très loin des rives du Rio Bravo, j'ai pleuré tout seul dans ma tête. Ils sont loin les vieux chariots, des bien morts par carré. J'ai fait les torrents
pas un seul joueur de banjo, pas un frisson dans le dos, un circuit touristique. On t'a déguisé à coups de blue jean gris. Far West, tu ferais de la peine à dire. « 30 ans après leur première rencontre, en juin 1993, Johnny Hallyday fête ses 50 ans au Parc des Princes. Et ce soir-là, Michel Sardou est naturellement présent sur scène. Une nouvelle occasion pour les inséparables de donner de la voix sur une chanson qui dit tout de leur histoire, l'envie. On me donne l'obscurité et la lumière. On me donne la faim, la soif et un festin. Qu'on m'enlève ce qui est bas et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Oui, on me donne la pluie pour que j'aime dormir. On me donne le froid pour que j'aime la flamme. Qu'on m'enlève ma terre pour que j'aime les îles. Qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant vie. J'ai oublié le rêve et le merci. Toutes ces choses qui avaient appris qu'il faut l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Comme la vie avoir envie. Comme ma vie. Quand je vois mon Sardou ou mon Hallyday qui chante, je peux pas vous dire autre chose que je pleure. Je pleure parce que vous avez deux mecs d'exception qui sont en train de chanter tous les deux et il y a 48 000 spectateurs qui sont là. À un moment donné, on oublie tout, quoi. Non, non, c'est magistral. Ils sont au radar tous les deux, ce qu'on appelle au radar, c'est-à-dire qu'ils regardent bien l'autre chanter, il y a un respect de fou et surtout, il y a énormément d'amour dans la façon de le faire tous les deux. Michel est un homme très très fidèle en amitié et Michel avait une admiration dingue pour Johnny jusqu'au dernier moment. Lui, c'était quelque chose d'exceptionnel. À l'image de Michel Sardou, de Johnny Hallyday et de toute une génération d'artistes, Sheila a connu un succès fulgurant et des fans très nombreux. La chanteuse a raconté sa vie, mais elle a toujours protégé son fils unique. Ce soir, des documents rares vous révèlent Sheila dans sa sphère privée, partageant des instants intimes avec son petit garçon. T'es pas juste, Ludovic. Tu vas passer entre mes jambes, viens. Entre les couilles. Allez. Vas-y. Ce sont des vidéos très personnelles, Ouais, dépêche-toi. qui n'ont jamais été diffusées. Des films de vacances presque ordinaires. Bravo. Ouais. Oh, putain. Allez, vas-y, Ludo, viens. Ce qui l'est moins, c'est que cette maman, c'est Sheila, en vacances en Californie avec son fils unique, Ludovic. Quand tu plonges, Un fils que la chanteuse a perdu brutalement en 2017. Ludovic, petite maman. Tu plonges et tu viens sous l'eau jusqu'à maman. Tu as un beau plongeon, hein? Les mains bien serrées, tu les ouvres pas quand tu plonges? Ah bah tous les jours on allait dans la piscine. C'est dans cette piscine-là qu'il a appris à nager. Enfin, il savait nager, mais qu'on a fait sous l'eau, qu'il a appris à plonger. Oh! Alors on part sous l'eau, on va jusqu'à Marie-Claire. Ah, Ludovic Chancel aura grandi sans son père, se réfugiant trop souvent dans les paradis artificiels. L'amour et l'attention de sa mère ne lui auront pas suffi. En nous confiant ses films, Sheila a accepté de nous raconter ses plus belles années et son plus beau rôle.
celui de maman. Du plongeoir. Comment? Du plongeoir? Ouais. Ludo, quand il était petit, il voulait jamais mettre la tête sous l'eau. Alors un pot, hein? Alors, le nez bouché, machin, tête sous l'eau, c'était l'enfer. Et j'ai trouvé le système. Je descendais le long de l'échelle, dans la piscine, et pour avoir un bisou, il fallait qu'il vienne le chercher sous l'eau. Non? Bravo. Mais le plongeon était pas très beau, hein. T'as ouvert les bras et ouvert les jambes. Pour la chanteuse, tout a démarré dans les années 60, en pleine période yéyé. De son vrai nom, Annie Chancel, Sheila a grandi au milieu de la foule et sous les objectifs, pas toujours bienveillants des caméras. C'est avec un look sage, des couettes et quelques titres qu'elle devient à 16 ans une vedette. Quand un garçon dans la rue rencontre un de ses copains, on lui siffle un petit air qu'il connaît plus ou moins bien pour l'appeler. Il en prend un truc qu'ils ont mis au point, le sifflet des copains. Le sifflet des copains. Ça veut dire bonjour, alors comment ça va? Je suis bien contente de te rencontrer là. Si tu t'ennuies, viens faire un tour avec moi. C'est ça le sifflet des copains. Dès lors, sa carrière, mais aussi sa vie personnelle, passionne le public. Ses histoires d'amour, ses succès et son quotidien sont scrutés par la presse. Les années passent, et pour échapper à cette agitation pesante, Sheila, qui est devenue maman, prend l'habitude de passer ses vacances à l'étranger. À l'été 1980, elle séjourne sur la côte ouest des États-Unis, avec son fils, âgé de 5 ans. J'avais cette maison que je louais tous les ans. C'était un peu la maison d'Autant n'emporte le vent, avec des grands pylônes devant. Il y avait un jardin derrière, il y avait une jolie piscine. Marche comme ça. Sur la pointe du pied. Plie tes jambes. Marie-Claire, la nourrice de Ludovic et de tous les voyages. C'est elle qui filme ces moments d'intimité. Pendant des années, je suis allée en Californie avec Ludo en vacances. Et c'était la grande époque du roller. Et je voulais absolument que mon fils fasse du roller. On roule un petit peu doucement, fais marcher des petits trous. Puis tu plies tes genoux et t'es en avant sur ton... T'es en appui sur ton pied avant. Non, non, stop. Ouais! Et vous allez constater sur ces images que c'est pas quand même ce qu'on peut appeler un sportif de haut niveau. Lève ton petit buste et plie tes petits genoux. Voilà, ça va être un champion de roller skate. Il fait un très gros effort, là il me fait, là il est au taquet, là. Là, il me fait plaisir à sa mère. Je vous dis même pas comment, là. La roue avant d'abord. Oui, oui. Mais vous allez voir comment il sait bien faire. C'est le roi de je souffle. Encore un petit tour. Avec sa tête de chien battu, comme si on lui avait mis la terre entière sur les épaules, tellement c'est compliqué. Alors que c'est un plaisir. Ok? Bon, alors tu t'assois un petit peu là. Assis-toi un petit peu, maman. Ludo, ça a été mon moteur. On a été tous les deux, tout le temps. J'ai essayé de lui apprendre le maximum de choses. Étant donné qu'il n'y a pas de papa dans tout ça, que je suis célibataire, évidemment, c'est moi qui gère. Là, ça fait 0. Là, ça fait 13. On a oublié le temps et l'heure. Il est minuit déjà. Le papa de Ludovic, c'est lui, le chanteur Ringo, avec qui Sheila a vécu une histoire d'amour immortalisée en chanson sur les plateaux de télévision et sous le regard de leur producteur commun, Claude Carrère. Un homme qui va très vite comprendre l'intérêt qu'il va pouvoir tirer de cette idylle.
C'est quelques mois avant cet enregistrement que Sheila croise cet interprète qui tente de percer dans la chanson. Nous avons retrouvé les images amateurs inédites de cette période où les fans attendaient l'arrivée de leur idole. Tout cela se passait devant les studios de son manager. Il y avait une entrée avec un canapé et sur ce canapé, chaque fois que j'arrivais, il y avait toujours ce bel homme quand même. Et à un moment, je vais voir Cara, j'ai mis « Excuse-moi, c'est qui celui-là là? Parce que quand même, il est pas mal le mec quoi. » Et il me dit « Non, mais c'est un garçon qui veut chanter tout. » J'ai dit « Écoute quand même, regarde le physique qu'il a quoi. » Sheila et celui qui prendra pour nom de scène Ringo tombent très vite amoureux. La chanteuse a déjà le cadre de cette vie à deux. 2 ans plus tôt, elle a fait l'acquisition d'un grand terrain pour y construire la maison de ses rêves à Feucherolles, une petite commune à 30 km de Paris. Sheila nous a confié des films de sa collection personnelle, tournés par ses parents, Micheline et André, pendant les travaux. J'ai trouvé un endroit que j'ai aimé. C'était un terrain, une taupinière, que des taupes. J'avais 1 hectare, ce qui était beaucoup, mais à l'époque, c'était des champs. Hein. On est en 73. Hein. Feucherolles en 73, il y a les corbeaux et moi. Il n'y avait rien. Moi, j'aime quand il n'y a rien. Et de cet endroit-là, j'ai dessiné une maison, parce que cette maison, je l'ai dessinée, je l'ai pensée. Pour la chanteuse, cette maison est une revanche, car rien ne prédestinait cette fille unique de confiseur, vouée à reprendre le commerce parental, à devenir une idole. Micheline et André Chancel ont eux tout laissé pour épauler leur fille. Ils sont désormais là pour l'aider à garder les pieds sur terre. Mes parents m'ont appris que quand on a la possibilité d'économiser pour s'acheter quelque chose, ça a 10 fois plus de valeur que si on vous l'offre. Parce que vous avez travaillé pour. Et cette maison, j'ai travaillé pour. Je voulais un truc carré, je voulais des poutres, mais pas trop de poutres parce qu'il fallait que ce soit moderne. C'est pas grand, c'est ridicule. C'est-à-dire que comme j'ai fait un truc à l'esthétique, je me suis retrouvée avec 900 mètres carrés. Ce qui est complètement idiot. À l'époque, je rentrais tous les soirs, je passais par le chantier pour voir l'avancement des travaux. J'étais vraiment l'emmerdeuse type. Feucherolles, c'est ma réussite. C'est la maison de ma vie. Tout sourit à l'artiste, qui en secret prépare son mariage. Mais cette union est pour Claude Carrère, le producteur, une occasion en or de convoquer la presse autour de sa petite protégée. Sheila et Ringo se marient à Paris, entourés de plus de 10 000 fans déchaînés. L'union d'une ex-vendeuse de bonbons et d'un occasionnel laveur de voitures fait rêver la France. Il y a d'autres qui sont là depuis hier soir, mademoiselle. À la base, c'est un petit mariage tranquille, personne n'est au courant, il n'y a pas de bande publiée, c'est romantique à souhait, on s'aime, tout est beau, tout est gentil. Personne ne peut s'attendre à ça, c'est un truc de cinglé. Ils avaient laissé entrer les gens dans la mairie, et là, regardez ma tête, je pense que je vais éclater en sanglots, là. Parce que j'ai peur. J'ai peur. Après, on va à l'église. J'avais des roses dans les cheveux et tout le monde cherchait à avoir un souvenir. Ils cherchent à racheter les roses que j'ai sur la tête. Une horreur. Il y avait tous les photographes de la place de Paris et d'ailleurs. C'était le Festival de Cannes. S'il vous plaît, nous
Nous écoutons, monsieur le curé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Annie, voulez-vous prendre comme époux Guy pour l'aimer fidèlement tout au long de votre vie? Oui. C'est des oui jetés à tout va, n'importe comment, parce qu'on ne sait même pas regarder, parce qu'on ne sait pas embrasser, parce qu'il fallait sortir, parce que ça devenait dangereux. Voulez-vous reculer, s'il vous plaît? Monsieur le curé vous demande de reculer, s'il vous plaît, de 2 mètres. Un mariage, c'est pas ça, quoi. En tous les cas, pour moi qui suis romantique, c'était pas du tout ça. Après, moi, il ne faut pas oublier mon éducation. Moi, je veux un enfant, donc il faut qu'on se marie. Sheila, la petite fille de français moyen, ne peut pas avoir un enfant sans être mariée, parce que alors là, tout s'écroule. Plus que tout, Sheila veut fonder une famille. Et quand elle est sur le point de devenir maman, elle est loin d'imaginer que la rumeur tenace selon laquelle elle serait un homme va ressurgir. Quand j'étais enceinte, j'ai souffert des colibets, mais terriblement. Moi, j'aurais posé à poil avec mon ventre à l'air. À l'époque, c'était juste impossible. Et je me suis cachée parce que j'avais pas envie d'entendre les gens me dire « Elle a une poche d'eau de mer sous la peau du ventre ». Face à la calomnie, au mensonge, Sheila choisit de répondre en chanson, avec un texte qui fait sens, un appel à plus de sérénité. À quelques semaines, peut-être à quelques jours, de mettre au monde un nouveau Ringo, Sheila a accepté devant les caméras de Ring Parade de nous envoyer son plus récent sourire et le film de son dernier coup de téléphone. Allô? Allô chérie? Bonjour, c'est moi. Je sors de chez le docteur. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que j'étais au bord de la dépression. Oh, tu vas sourire. Je souffre d'une peine intérieure très profonde. Oh, c'est pas très grave, mais j'ai un manque d'affection. C'est le cœur, les ordres du docteur sont qu'il me faut tes bras. Mon seul remède, c'est toi. Il m'a dit. Mes chansons, c'est mon histoire. Là, c'est le cœur. C'était un message pour l'homme qui est là et qui doit être gentil, doux. C'est les ordres du docteur. Bien sûr que c'est un message. Nous sommes le 7 avril 1975. Annie Chancel et Guy Bel sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Ludovic, et leur bonheur intime se partage une fois encore devant les caméras de télévision. Le petit bec. Le petit Et bec. pourquoi il dort tout le temps, maman? Bah, il dort, écoute. C'est énervant, ça, qui ferme les yeux tout le temps. Montre-moi tes petites soucoupes. Fais voir. Ludo. Qui va changer simplement dans mon caractère, dans ma façon de vivre, dans ma carrière. Je crois pas tellement de choses dans la mesure où je chante, je fais un métier comme n'importe quelle femme qui travaille. Ce que je pense, c'est qu'il va me donner des responsabilités beaucoup plus grandes et je vais me battre pour lui surtout. Pour Sheila, une année bien remplie, mère de famille au début de l'année, championne de la course au succès, de la course au tube à la fin de cette année. Avec quel tempérament de feu, Sheila? À 30 ans, Sheila est une femme épanouie. Quelques mois seulement après avoir accouché, elle affiche une silhouette de rêve sur les plateaux de télévision et interprète un titre qui lui colle à la peau. 24 heures par jour, ce n'est pas suffisant. J'aimerais disposer d'un siècle par an. Pour tout essayer, tout apprendre et percer tous les mystères. Sur la terre, dans les airs, sur les mers. Quel tempérament de feu à cette fille-là. La vie sans toi est trop vide. Quel tempérament de feu à cette fille-là. J'ai envie de vivre. De son côté, un peu plus dans l'ombre, Ringo poursuit lui aussi sa carrière.
Il a sorti 8 45 tours depuis les gondoles à Venise. Des arbres en fleurs en plein hiver et un grand fleuve aux reflets d'or. Lui commence à marcher, c'est Ringo, le chanteur, machin, beau mec, etc. Bon, inutile de vous dire qu'elles sont 57 devant la porte à attendre qu'il passe. Ciao. J'ai passé des jours extra avec toi. En 1976, il propose au public une nouvelle chanson, un duo avec une jeune femme qui va mettre le feu aux poudres dans sa vie privée. Plutôt, adieu. Quand on est amoureux et qu'on est bête, ce qui était mon cas, et que vous avez un mari, père de famille, qui vous dit « Non mais t'inquiète pas, je rentre un peu tard parce qu'il faut quand même la faire travailler, la faire répéter. » Moi je dis « Qu'est-ce que c'est bien quand même, il travaille et tout, c'est beau. » Il est investi, tu parles. La rupture, c'est là. Hein. J'ai demandé le divorce direct derrière. De toute façon, ça aurait été elle ou une autre, ça aurait été pareil, parce que ça faisait bien longtemps que j'étais cocu et que je suis patiente, mais il ne faut pas non plus aller trop loin. Moins d'un an après la naissance de Ludovic, Sheila entame une procédure de divorce. Elle reste à Feucherolles, où elle s'occupe de son petit garçon. Bien sûr, les biberons, les couches, les premiers pas. Puis moi, je lui chantais des chansons. Ça a été mon petit mec. Annie Marquand était l'attachée de presse de Sheila, mais aussi son amie et sa confidente. Elle a vécu cette période à ses côtés et en a gardé de nombreux souvenirs. Moi, je sais que ça a été une très très bonne mère. Elle a été présente. Et ça n'a pas toujours été facile, car elle était toute seule. Elle était mère unique. Quand on allait au jardin d'acclimatation chez elle, elle voulait être comme tout le monde, comme toutes les mamans. Que Ludo voit d'autres enfants aussi. Elle avait peur qu'on photographie Ludo et qu'on la traque. Et elle se mettait une perruque et des grosses lunettes noires. Et quand elle pense être reconnue, Sheila confie Ludovic à Annie Marquand. Ben là, c'est pendant un après-midi. Et Ludo, il est dans mes bras, il est roux, moi aussi. On dirait que c'est mon fils. C'est incroyable. Chaque fois que nous partons en vacances, on prend toujours trop d'affaires. Mais cette fois-ci, pas question. Même si mes enfants me disent « Les animaux n'ont pas de chemise, pas de robe. » Ce statut de maman n'est pas sans influence sur sa carrière. En 1977, Sheila revient avec une chanson qui a tout d'une comptine pour enfants. On va décider. Ah mais c'est con. Mais c'est un joli souvenir. Ce clip-là, il a été tourné chez moi, à Feucherolles. Donc il y a toutes mes peluches, parce que c'est une époque où j'ai fait une collection de peluches grandeur nature, plus mes chiens. Mais cette chanson au parfum désuet ne laisse rien augurer du tournant de la carrière que va prendre Sheila. Dans les années 70, un nouveau genre musical enflamme les États-Unis et un titre arrive dans les bureaux de Claude Carrère. C'est le destin. J'entends chez Carrère une musique, un truc qui bouge, qui déménage. Moi qui fais de la danse, je suis hystérique, je dis « Ah non, mais ça c'est moi qui vais le faire ». Cette musique disco, c'est un certain Matt Camison qui l'a composée. Mais les paroles de sa chanson ne collent pas vraiment à la petite fille de français moyen. Au début, c'était « Touch Me Baby ». C'était une chanson un peu coquine, le titre le dit, et ça ne correspondait pas vraiment au genre de choses qu'elle pouvait chanter. Elle venait de faire l'Arche de Noé, bon, ça ne pouvait pas coller. Et Carrère a dit « Love Me Baby ». Le public est-il prêt à entendre et à voir Sheila se muer en reine du disco? Claude Carrère a des doutes, alors il décide de brouiller les pistes. Claude Carrère me dit on va l'appeler SB Devotion. Pour lui, il faisait un coup. Je lance un nouveau groupe, comme il a lancé plein de choses tout le temps. Sur la pochette de Love Me Baby, rien ne permet d'identifier Sheila. Annie Marquand, l'attachée de presse de la maison de disques, doit en assurer le lancement. Love me baby,
fallait créer un mystère. Claude me dit, tu dis rien à personne, tu prends le disque et tu le mets à l'antenne comme tu peux, comme ça. Et très vite, ils le mettent en radio, 1 fois, 2 fois, tous les jours. Sur les ondes, Love Me Baby devient viral. Claude Carrère a réussi un coup de maître. Sa petite protégée peut maintenant sortir de l'ombre. Et nous allons parler chansons maintenant, et il faut dire que ces quelques semaines passées, s'est passé un événement assez curieux dans la chanson. En effet, une nouvelle chanson est sortie qui s'appelle Love Me Baby. C'est une chanson disco, chantée par un nouveau groupe qui s'appelait SB Devotion. Cette chanson a été un succès immédiat dans les discothèques. Elle a même franchi les frontières. Et puis, petit à petit, en l'écoutant, il y a des personnes qui ont dit « C'est curieux, la voix de la chanteuse de ce groupe ne nous semble pas inconnue. » Et puis un jour, le canular s'est arrêté, on a découvert que cette chanteuse qui chantait avec ce groupe, c'était notre Sheila nationale. Ouais. Alors, vous allez voir pour la première fois en direct à la télévision, Sheila and Black Devotion. Franchement, la choré, on a répété des heures à suer, à répéter, à avoir chaud, pour qu'il n'y ait pas un truc qui dépasse. C'était nickel chrome. Il fallait un truc où je puisse danser. Donc là, moi j'ai mis un short parce que ça m'allait bien. C'est ventre à l'air, short râle bonbon. Et quelle jouissance! Parce que je sors des enfants, de machin. Ouais, Sheila, c'est un peu plomb-plomb, alors elle est gentille. Mais là, c'est-à-dire que là, moi j'emmerde le monde et j'adore ça. Une pochette de Love Me Baby est réimprimée, estampillée Sheila et les B-Devotion. Accompagnés de Danny, Freddy et Arthur, 3 danseurs afro-américains, la nouvelle Sheila met le feu partout en Europe. Comme ici en Italie en septembre 1978, devant 30 000 spectateurs. Adesso amici, la nostra ospite di chiusura, la vedete della serata, è Sheila. Sheila, you light my fire. J'ai un truc, c'est un filet sur mon corps sur lequel on a cousu des petits brillants. T'as vu le kick là? Bah, c'est un magnifique souvenir, ça. Ce qui est incroyable, c'est que je fais de la scène. Je fais de la scène à l'étranger. Moi, à la différence des autres artistes, je ne faisais pas de scène. C'est drôle, hein, la vie, quand même. Ça n'a pas changé ma carrière, ça a changé ma vie. Pour moi, c'est l'époque bénie, avec tout ce qui s'ensuit, avec les rigolades, avec le bonheur, avec le succès. Avec ce succès, Sheila a une ambition plus grande encore, celle de vivre le rêve américain. C'est en reprenant un standard, Chantons sous la pluie, revisité sur un rythme disco, que sa carrière va décoller aux États-Unis. Je me rappelle, je suis allée à New York et je m'entends à la radio. Alors là, j'ai le cœur qui a 2750 battements à la minute. T'as des millions d'étoiles qui te tombent dessus. Nous, on suivait quand même le box-office tout le temps. Chanteuse française là-bas, aux États-Unis, qui passait dans les radios. C'était exceptionnel quand même. La plus américaine des petites françaises prend ses marques dans un pays où si ses disques sont écoutés, son visage
reste anonyme. De cette période américaine, Sheila a conservé des vidéos personnelles. On y découvre une maman qui passe du temps avec son petit garçon et qui s'émerveille lorsqu'il décroche une coupe à l'issue d'un concours. C'était dans un hôtel et ils organisaient des trucs pour les gamins. Et vous voyez, il y a tous les âges. Là, j'étais fière. Il a eu une coupe sur, je sais pas, 50 enfants. Là, il a sa coupe, il est tellement... Puis il est tout gêné. Oh, sa tête. Les plus beaux souvenirs de Sheila se trouvent dans ses films personnels. Après la parenthèse d'été, voici celle de Noël, la même année. Oh là! Oh là là! Oh là 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 là! Mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que tous ces paquets? Eh ben dis donc. Qu'est-ce que c'est ça? C'est moi qui l'ai fait. C'est mon cadeau de Noël? Bouge pas, hein? Oh, tu vas ouvrir les tiens, hein? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, comme c'est joli! Regarde, chérie! C'est moi qui l'ai fait. C'est très beau, chérie, ça. C'est un cadre. Oh, c'est magnifique. C'est un cadre avec une photo de vacances de Ludo. Un paquet pour maman, c'est électronique. Je me rappelle très bien de ce Noël. Et c'était un des premiers Noëls qui n'était pas chez moi, qui était organisé là. Et là, on sent la démesure de la nana qui ne sait pas comment faire pour faire plaisir à son enfant. C'est-à-dire que si j'avais pu lui acheter la lune, j'aurais acheté la lune. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est celui-là? C'est pas la carte des étoiles, mais c'est un super truc. C'est un super truc. Non. Regarde. Ah d'accord, ouais. Oh là! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais! Bravo! Ludo, ça a changé plein de choses dans ma vie. Moi, j'ai eu un petit garçon magnifique. Hein. Franchement, j'ai eu un petit garçon. C'était un câlin sur pattes, Ludo. C'était un gamin plein de câlins, plein d'amour. Sheila aura tout mis en œuvre pour tenter de réussir l'équation compliquée de mère et d'idole de la chanson. Après la disparition de Ludovic, victime de ses addictions à l'âge de 42 ans, elle a trouvé dans son métier la force de se relever, de poursuivre sa carrière. Et dans son dernier album, c'est à son fils qu'elle s'adresse, en chanson. Regarde-le, ce cheval qui va l'amble, dont on attend manœuvrer l'âme et qui maintenant te ressemble, trait pour trait, larme pour larme, en colure fière et cheveux d'ambre. Je sais, d'autres chagrins viendront, il n'y a pas de vague à l'âme, pas de cavalier qui entame tes flancs à grands coups d'éperon. Mon horizon, mon beau cheval, tu es libre et sans lendemain. Je n'ai pu ralentir ta course, ni te faire rebrousser chemin. Au fil de ton galop bancal, mon éreinté, mon étalon. Il ne pèse plus sur tes reins, ce qui talonnant faisait saigner mon cœur à grands coups d'éperon. Faisait saigner mon cœur à grands coups d'éperon. C'est un artiste populaire, disparu bien trop tôt, qui nous a laissé en héritage des mélodies et des textes inoubliables. De Daniel Balavoine, on connaît la voix si singulière, les succès et les engagements,
Mais de ses débuts et de sa vie personnelle, on ne sait pas grand-chose. Grâce à des archives révélées pour la première fois, vous allez découvrir ce soir ce chanteur sous un nouveau jour. Vous le verrez notamment sur une scène qu'il rêvait de faire, le Palais des Sports en 1982, mais également en Écosse, filmé par la petite caméra amateur de Léo Missire, son directeur artistique, à l'occasion de l'enregistrement de son avant-dernier album. Vous entendrez enfin des maquettes inédites qu'il a lui-même enregistrées. Tout commence en 1974, quand Daniel Balavoine, alors âgé de 22 ans, se produit pour la première fois sur la scène de l'Olympia. Mais ce jour-là, il n'est pas la vedette de ce tour de chant. Choisi pour son timbre de voix, Daniel Balavoine est choriste de Patrick Juvet. Daniel Balavoine a d'autres ambitions. Il soumet des chansons à Patrick Juvet qui décide de lui donner sa chance. Patrick Juvet voulait changer un peu de musique, faire une musique un peu plus intéressante et un peu plus élaborée. C'est là vraiment, disons que le pas professionnel a été franchi dans la mesure où j'ai écrit 5 textes et une musique pour son album et j'ai chanté une chanson dans son album aussi et c'est là que je crois que tout est parti. Un véritable coup de pouce qui va ouvrir à Daniel Balavoine les portes d'une grande maison de disques. En 1975, Barclay édite son premier titre. Evelyne et moi, je le sais, on avait des choses à dire. Evelyne et moi, des choses à construire. C'est important parce que pour lui, c'était son premier bébé. Il a mis toutes ses tripes et puis c'est le son de l'époque, avec les musiciens de l'époque. C'est tellement lui, avec sa voix aiguë. Que j'allais mourir. Catherine Ferry a partagé la passion de Daniel Balavoine pour la musique, mais également sa vie pendant 4 ans. En contrat chez Barclay, elle avait 21 ans au moment de la création du premier album du chanteur. Pour nous, elle a accepté de replonger dans ses souvenirs. Ah là, mon Dieu, cette photo, qu'on est jeune. Daniel les cheveux longs, ça fait drôle, quoi. Là, c'est la touche finale, en fait, de son premier album. Et malheureusement, qui n'a pas marché. Et quel dommage, parce qu'il y avait des titres exceptionnels dedans. Ce premier revers n'entame pas la détermination de Daniel Balavoine de percer dans la chanson. Barclay le soutient et organise la promotion du second titre de son album. Vienne la pluie, vienne le vent, le soleil ne me sert à rien. Moi, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec ce type? Il a une voix désespérante. Alors moi, là, il fallait pas qu'on touche à mon homme. Ah oui, non, moi, j'aimais ce qu'il faisait. Moi, j'aime les belles voix. Et je trouve que lui avait une voix exceptionnelle. Il était trop avant-gardiste. Moi, je pense que les gens n'étaient pas habitués à entendre des voix au perché. Lui, il disait « voix de gonzesse ». Mais tout comme le précédent, ce titre passe totalement inaperçu. Cette même année 1975, il est pourtant officiellement admis comme auteur-compositeur à la SACEM. Voici la demande d'admission de Daniel Xavier Marie Balavoine, sur laquelle il précise exercer la profession d'artiste
une profession dont il ne vit pas encore. À cette époque-là, on vivait d'amour et d'eau fraîche. On prenait le bus et on n'avait pas assez d'argent pour payer 2 tickets, donc on n'en prenait qu'un. Et quand on voyait le type arriver, hop, on se passait le ticket. Et voilà, quoi. Ben ouais, on était très pauvres, mais c'était pas important. On était heureux. On habitait au 6e sans ascenseur. On voyait le dôme du Palais des Sports et il disait un jour, tu vois là, je passerai là. Il espère donc un jour se produire sur cette grande scène parisienne. Dans l'attente, il se voit confier par Léo Missire, directeur artistique de la Maison Barclay, une mission, celle de collaborer au lancement de la carrière de Catherine Ferry, qui va représenter la France à l'Eurovision. Le 3 avril 1976, à La Haye, 18 pays entrent en compétition devant des millions de téléspectateurs. La pression est grande pour toute l'équipe de la maison de disques. Tony Rallo a dirigé Catherine Ferry pour la France dans 1, 2, 3. Tony Rallo, il avait tellement le trac qu'il est parti à un tempo rapide. Et on s'est regardé avec Daniel, j'ai fait qu'est-ce qu'il me fait l'autre. Je suis surprise. 1, 2, 3, ma politique à moi. Sur la scène, Catherine Ferry peut compter sur le soutien de Daniel Balavoine, qui est là, dans les chœurs. 1, 2, 3, la vie n'est pas pour moi. J'étais l'avant-dernière à passer, donc j'étais paniquée. C'était mes premières télés. J'avais jamais fait de scène, et même lui, on n'avait jamais fait des scènes aussi importantes. C'était très effrayant. Daniel avait tellement peur, je me trompe, quand je chante le couplet, qu'il ne doit pas chanter. Il double. Parce que comme on avait le même son de voix, si des fois je perdais, il aurait chanté à ma place. Mais c'était dans sa tête, ça ne s'est jamais passé. Catherine Ferry de la France, pour la première fois à l'étranger et immédiatement en Eurovision. Vous êtes satisfaite? Je crois. Daniel, j'ai dit, voilà, si on est dans les 10 premiers, on aura de la chance. Daniel Balavoine n'avait pas imaginé que cette chanson se classerait à la 2e place de cette grande compétition. À leur retour en France, c'est dans un cadre plus intime que le couple se retrouve. Catherine Ferry a conservé la trace de ces instants heureux. On avait fait une fête chez mes parents pour l'Eurovision, fêter un peu ça, parce qu'on était quand même bien placés. On est tous les deux, et puis j'aperçois ma famille derrière, ça fait drôle, quoi. Daniel était tout jeune, tout gamin, moi aussi. Ouais, non, c'est des beaux souvenirs. Les souvenirs d'un succès qui rappellent aussi à Daniel Balavoine son propre échec et qui finissent par ternir l'ambiance dans le couple. Catherine Ferry und ihr Siegerlied 1, 2, 3. Avec cette 2e place à l'Eurovision, Catherine Ferry est invitée à chanter partout en Europe, comme ici sur le plateau d'une télévision allemande. 1, 2, 3. Ah après, ça n'arrête pas. Une télé en Allemagne, une télé en Belgique, une télé en Espagne, une télé en Hollande. Quand c'était pour le Japon, alors là, je savais que je partais presque un mois et demi. 1, 2, 3. Daniel Balavoine s'accroche à son rêve de succès et il propose un nouvel album de ses compositions. J'ai choisi d'habituer le public à ce que je fais. Alors soit il s'y habituera et à ce moment-là je réussirai pleinement ma carrière, soit il s'y habituera jamais et à ce moment-là je partirai. Lady Marley, toi tu t'endors de l'autre côté. Lady Marley, à Berlin tu sais rien n'a changé. C'est bien difficile de s'évader. Les hommes en verront. Lady Marlène, l'histoire tragique d'un couple séparé par le mur de Berlin, est le seul titre de ce 33 tours à rencontrer un succès d'estime.
Lui, il était là à trouver des textes exceptionnels et machin, et que ça fonctionnait pas. Et je pense que ça, c'était dur pour lui. Il voulait qu'il vienne en tournée, il voulait pas venir. Et c'est un peu l'erreur qu'il a faite, pas venir un peu plus me voir. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre, voilà. Donc, j'ai pris la décision, et ça a été très dur parce que je l'ai quitté, je l'aimais. Chez Barclay également, les tensions sont palpables. On s'impatiente. Léo Missire, le directeur artistique de Daniel Balavoine, est sur la sellette. Il reste un album à composer, celui de La Dernière Chance. Andy Scott, ingénieur du son, se souvient de la naissance d'un morceau qui va changer le destin de Daniel Balavoine. C'était le dernier titre de l'album, on ne savait pas trop quoi en faire. On avait la musique, on avait notre connerie de trompette du début, comme un gag pendant l'intro de la chanson. On a laissé Daniel avec le magnétophone sous la main en studio. Et on est parti manger. Et quand on est rentré, il a dit « ça y est, c'est bon ». Il avait fait le texte. Et donc on a enregistré tout de suite. Pour nous, c'était pas une évidence du tout que ça allait être un titre fort. C'est Léo qui a mis le doigt dessus. Quand Léo l'a entendu ça, il a dit « ah, ça va marcher ». Je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent. Porté par ce titre, les ventes décollent. 500 000 exemplaires du chanteur s'écoulent, un premier disque d'or et les tubes qui s'enchaînent. Pour les anciennes de l'école, devenir une idole, je veux que tout... Entre 1978 et 1982, ces mélodies sont dans toutes les têtes et partout sur les ondes. Dans le rêve maudit. Et juger les lois, ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille. Oh. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Et pourtant je veux vivre ou survivre, sans poème, sans blesser tous ceux que j'aime. Être heureux, malheureux, vivre seul même Dans sa grande maison à Bois-Colombes, où il vit désormais, Daniel Balavoine accède à une vie bien plus confortable. Et grâce à ce statut de star de la chanson, un de ses rêves va devenir réalité. Nous allons vous faire découvrir des images qui n'ont jamais été diffusées. Elle dormait dans les archives de Léo Missire, le directeur artistique de Daniel Balavoine, qui a eu la bonne idée de filmer son passage au Palais des Sports, cette grande salle qu'il s'était juré de remplir alors qu'il était encore inconnu. La petite caméra a immortalisé quelques minutes de ce show spectaculaire de 1982 qu'aucune équipe de télévision n'a filmé à l'époque. Je suis chanteur, je chante pour mes copains. Je fais des tubes et que ça tourne bien, tourne bien. Ça fait vachement plaisir de voir ça, parce que c'est toujours ce que j'ai trouvé extrêmement dommage, c'est qu'il n'y a pas plus d'images, plus de films comme ça. Faire danser dans les soirées de messieurs grands. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, comme les filles folles. Qu'elle se jette sur moi, qu'elle m'attire, qu'elle me tue. Et qu'elle sache
Ça a toujours été sa salle fétiche. Il a vu tellement de concerts là que son rêve, c'était de se produire dans cette salle. C'était un grand succès, on a fait le plein 5 soirs. Techniquement, c'est ce qu'on a fait de mieux. On était très en avance au niveau éclairage. Et après, je ferai des galas. Oh, mon public se prosternera devant moi. C'était la première fois qu'on voyait ça sur des concerts français. Il voulait absolument faire voir qu'on était capable, en France, de faire des trucs super. En plus, il a mis la main à sa poche. Ça lui a coûté de l'argent. Mais bon, il s'est éclaté comme ça. Quand il rentrait sur scène, j'adorais. Tout était mais rock. C'était une bête de scène. C'était vraiment son truc, quoi. J'étais persuadée qu'il réussirait. Enfin, je dis bien, il faisait ce qu'il aimait. Alors, merci beaucoup. Je ne suis pas là pour la postérité. Je fais un métier et il se trouve que ce métier entraîne que si on y a de la réussite, on est connu. Mais je veux rien laisser, je veux pas laisser de traces dans la littérature française, tout ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'heure. L'heure, le moment. Je veux dire que le passé, moi, je vis pas de ça, ça me nourrit pas. Et l'avenir, je sais pas de quoi il est fait, puisque je ne sais pas combien j'en ai devant moi d'avenir. Daniel Balavoine garde en tête cette idée de vivre et de réaliser ses rêves. En 1983, le chanteur annonce qu'il sera sur la ligne de départ de la mythique course du Paris-Dakar. Une avarie technique contraint l'équipage à abandonner au bout de 3 jours seulement. Mais Daniel Balavoine choisit de rester en Afrique le temps du rallye. Une expérience pour lui bouleversante. C'est au journaliste Jean-Luc Roy, qui participe à la course, que le chanteur va se confier. Ça a été un choc émotionnel, un choc culturel. Il n'avait jamais été en Afrique avant 83, donc il a découvert l'Afrique telle qu'il ne s'attendait pas à la découvrir, c'est-à-dire la pauvreté. Il est choqué par le fait que les gens manquent d'eau, tout simplement, que c'est le bien le plus précieux. Il me dit qu'il est profondément choqué par ce qu'il a vu et je peux dire vraiment il l'a pris en pleine gueule. Cette rencontre avec le continent africain et sa population en souffrance est si forte qu'elle va inspirer à Daniel Balavoine son 7e album, le plus engagé de tous. Nous avons mis la main sur les coulisses de l'enregistrement de ce disque 6 mois seulement après son retour d'Afrique. À la différence d'autres artistes, le chanteur refusait d'être filmé en dehors de sa vie publique. C'est pourquoi ces images sont assez exceptionnelles. À l'été 1983, Daniel Balavoine et ses musiciens atterrissent en Écosse. L'ingénieur du son, Andy Scott, qui était du voyage, découvre ces images pour la première fois. Ça, c'est l'arrivée en Écosse pour notre semaine, pour compléter les voix, les chœurs et des trucs comme ça. On voulait sortir des studios parisiens parce qu'on perdait tellement de temps avec les copains qui passaient, les copains et des pas copains qui passaient, mais tout le monde trouvait ça vachement intéressant de venir nous voir, dire bonjour dans le studio pendant qu'on bossait. Donc, à un moment donné, on s'est dit, tiens, si on s'éloigne un peu de Paris, mais on s'éloigne forcément de ces gens-là. L'équipe se retrouve sur les hauts plateaux des Highlands, avec une vue plongeante sur le Loch Ness, le célèbre lac, et la légende de son monstre. C'est dans ce cadre que Daniel Balavoine et ses musiciens vont vivre et travailler sur ce nouvel album inspiré de son dernier voyage. Ce qu'il voulait enregistrer, c'était un petit peu un tableau de ce qu'il avait vécu et ce qu'il avait vu en Afrique. Donc cet album, c'était vraiment un croisement dans sa carrière. C'était très intéressant, mais on ne savait pas trop où on allait. Et on s'est dit, écoute, on va tout faire pour lui rendre comme il voudrait. Voilà.
En Écosse, les séances de travail se déroulent dans la bonne humeur. Vivre sous le même toit offre une vraie liberté de création. On faisait exactement ce qu'on voulait. Il est arrivé 1 ou 2 fois qu'on se levait à 4 heures du matin parce qu'on a une idée subite et on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse ça tout de suite. On pouvait aller en pyjama si on voulait, quoi. Aucun problème. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'audio parce que c'est certain qu'il racontait des conneries. Il y avait le sérieux de ce qu'il écrivait, mais dans sa vie personnelle et avec les copains, il voulait plutôt rigoler, quoi. C'était un clown, c'était un mec qui adorait déconner, quoi. Il adorait faire rire. Il était très heureux en studio. Il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas d'horaire. C'est Coco, ça? Elle était déjà là, Coco? Ah oui, effectivement, oui. Daniel Balavoine a également invité Corinne, sa compagne, discrète depuis plusieurs mois, à venir en Écosse. Il est parti avec Pierrot et Coco pour faire du tourisme. Il voulait visiter. Il voulait montrer l'Écosse à Coco. Le gardon, c'était le matin. Donc, des fois, on se levait à 5 heures du matin pour aller pêcher le gardon. Ça, c'était très sympa. Avec Daniel, on a toujours pêché tous les deux ensemble. On allait taquiner le gardon avec du fromage mou. On mettait des vaches qui rient. Et ça marchait très, très, très bien pour le gardon. Une bande de musiciens, des séances de pêche, un peu de tourisme. Si Daniel Balavoine et ses équipes s'offrent du bon temps, c'est qu'ils savent le travail accompli. Quelques mois après ce séjour, loin des yeux de l'Occident, le nouvel opus du chanteur est enfin prêt. La chanson phare de ce disque aux nouvelles sonorités dénonce les conditions des femmes veuves en Afrique, au Kazakhstan et en Chine. Je vous propose de découvrir ces prises de vue du clip tourné au Sénégal, qui pour la plupart n'ont jamais été diffusées. Fille du peuple Maasai, sue à son travail, gardant le sourire. Et dans le monde, c'est partout pareil. Pour la femme veuve qui s'éveille. Il avait acquis assez de renommée pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire, même si ça ne fonctionnait pas aussi bien que espérait la maison de disques. Je ne peux pas dire qu'il s'en foutait, mais il n'était pas inquiet que ça pourrait lui faire un problème dans sa carrière. Bousculé par sa rencontre avec les populations africaines, Daniel Balavoine veut tendre la main et venir en aide aux plus démunis. Sur le tournage de ce clip, il obtient la rémunération des figurants et 2 ans plus tard, il lance un ambitieux projet humanitaire d'installation de pompes à eau sur ce continent. Durant ces années 80, Daniel Balavoine avait pris pour habitude de s'enregistrer sur des cassettes. Voici une dernière archive secrète, une mélodie encore à l'état de maquette de travail. À la différence de Daniel Balavoine, Mike Brandt accède au statut d'idole dès son entrée dans la profession. Il est difficile d'imaginer que la popularité et l'affection du public auront été pour lui une source de souffrance.
Le chanteur, déraciné, tourmenté, n'assumait pas toujours son répertoire et l'image qu'il renvoyait de lui. Le 12 décembre 1970, moins d'un an après le succès de Laisse-moi t'aimer, Mike Brandt surprend le public en reprenant « Summertime », un titre américain qui swing et casse son image de chanteur de charme. Secrètement, le chanteur rêve d'une carrière internationale de crooner à la Elvis Presley, Dean Martin ou Frank Sinatra. Ce soir, c'est cette face cachée de Mike Brandt que nous allons vous faire découvrir grâce à des bandes sonores totalement inédites. Elles nous feront entendre une autre voix, plus proche de ce qu'il aimait interpréter. Ah merde, ok, we start from the beginning. En attendant d'accéder un jour à son ambition, le 19 septembre 1971, Mike Brandt participe à une émission de variété en compagnie d'une grande vedette de la chanson. Elle l'aime beaucoup et veut lui donner un petit coup de pouce. Vous m'aviez aussi parlé d'un problème qui se posait pour vous à l'Olympia, c'est qu'on ne trouve maintenant plus de jeunes chanteurs qui est quand même du succès en disque et qui acceptent de passer en première partie parce qu'ils veulent tous être vedettes. Oui, c'est vrai. Ils ont un peu la tête qui gonfle très vite. Et vous avez quand même trouvé un jeune qui a beaucoup de succès en disque, qui en a vendu énormément et à qui vous avez demandé de venir aujourd'hui. C'est Mike Brandt. C'est Mike Brandt qui a eu l'intelligence d'ailleurs de passer dans le spectacle de l'Olympia que je ferai le 22 novembre avec tout le succès qu'il a. Et ça, c'est une preuve d'intelligence. C'est de la sagesse. Oui. De l'intelligence et de la sagesse. Mais pas pour tout le monde. Jean Renard, le compositeur qui l'a découvert et lui a offert son premier succès, craint que son protégé ne se brûle les ailes. Je sais pertinemment que Mike n'est pas prêt. L'Olympia, ça se mérite, ça s'acquiert, même si vous êtes très très doué. Il chantait, il plaisait, mais attention, l'Olympia, c'est un juge de paix. Malgré les mises en garde de son producteur et la menace de mettre fin à leur collaboration, le 23 novembre 1971, le chanteur monte sur la scène du célèbre music hall. Aucune archive filmée de sa prestation n'existe, mais nous avons trouvé un enregistrement sonore totalement oublié. Je me rappelle d'une phrase qu'a prononcée un jour Bruno Cocatrix, orfèvre en la matière. Il m'a dit « On ne découvre pas le talent, on a la chance de le rencontrer ». Eh bien, ce soir, nous avons la chance de rencontrer pour la première fois à Paris, et ce qui est mieux pour la première fois à l'Olympia, Mike Brandt. Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi. Le timbre et la puissance de Mike Brandt emportent les spectateurs. Il interprète ce soir-là 3 chansons de son maigre répertoire, puis il est contraint d'improviser pour tenir les 40 minutes imposées avant le passage de Dalida. Je vais chanter une chanson qui va vous rappeler des souvenirs, j'espère, beaux souvenirs. And now the end is near, and so I faced the final curtain. My friend, I said
Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis même pas imaginé qu'il allait faire ça. Il a fait ce qu'il fallait pas faire. Et qu'il faisait très bien chez les copains, quand on allait boire un verre. Ou alors, comme ça, entre nous, quand on rigolait au studio. Mais Jean Renard est assez loin d'imaginer ce que Mike Brandt va proposer au public. Des imitations de ses idoles, Ray Charles, Sammy Davis ou encore Jerry Lewis. C'est moi fort. Non, plus fort, Alors ça faisait rire, je ne sais pas qui. Qu'est-ce que c'est que ça? On se fout de nous. Les gens, ils attendaient qu'il chante, mais stop. C'est tout ce qu'on voulait de lui. Mike Brandt pensait séduire le public avec ses références à ses idoles américaines, mais il l'a déstabilisé. Dalida va alors tout faire pour effacer cette première partie en demi-teinte. Critiqué par la presse, lâché par Jean Renard, Mike Brandt vient de gâcher un début de carrière prometteur. 2 mois après l'Olympia, il apparaît perdu sur le plateau de Daniel Gilbert le jour de ses 25 ans. C'est un grand jour aujourd'hui pour vous. Hein? Oui. On vous dit bon anniversaire. Merci. Ah, c'est l'anniversaire de Mike Brandt, je suis pas au courant. Get to kiss you. Oui, Ça alors, aussi, c'est j'ai un grand compris. moment. Ouais. Même si je ne parle pas anglais. Bon, le mieux, c'est peut-être de lui demander de chanter quand même. Oui. Hein. Oui, je vais chanter une chanson, ma dernière disque, qui s'appelle La fille à aimer. La fille a aimé. Bon, ben Je n'ai alors pas trouvé cherchez. encore, je cherche. Oui. Cherchez Enfin, pendant il y a 3 du monde, il y a minutes du monde en sur le musique. plateau. Si j'aimais les filles qui passent, ce que je t'en désirais, parmi les filles qui passent, trouver la fille à aimer. Avec ce titre, le chanteur peine à convaincre même ses nombreuses admiratrices. Pour renouer avec le succès, il lui faut un tube. Il se souvient alors d'un titre enregistré quelques mois plus tôt, l'adaptation d'un succès italien. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente, sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio che vado via. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente da domani. En 1972, la France va découvrir la version française interprétée par Mike Brandt. Chi sarà, chi sarà, chi sarà? Chi sarà me faire vivre d'autres joies? Je n'avais qu'elle sur terre et sans elle ma vie entière. Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Qui Sera trouve immédiatement son public et se hisse en tête du hit parade. Plus de 800 000 exemplaires sont vendus cette année-là. Sortirai de
en reste toujours sans réponse. Mike Brandt connaît à nouveau le triomphe. Pour organiser ces longues tournées qui s'annoncent, il recrute des frères jumeaux, Hubert et Georges Baumann, qui n'ont rien oublié du tourbillon dans lequel ils ont été entraînés. À l'époque, c'était 200 galas par an. On faisait, mettons, Marseille, le lendemain, on faisait Nice, après, on faisait Brest, Grenoble. La nuit, on faisait environ 40 000 kilomètres de voiture par an. C'était une vie qui était extrêmement fatigante. Il arrivait dans les villes, il ne savait même pas où il chantait. Il arrivait, il regardait l'affiche où il chantait, il ne savait rien du tout. Le rythme est intense, répétitif et épuisant. Et Mike Brandt va vivre de plus en plus mal les contraintes imposées par son statut d'idole. Il a peur des fans. Vous savez, ces fans, elles avaient 15-16 ans, c'était des petites minettes qui criaient trop. C'était terrible, les cris. Et c'était compliqué pour Mike, très compliqué. À la différence des chanteurs qui s'enivrent de l'hystérie des fans, Mike, lui, tente d'y échapper. J'ai connu Claude François, je crois que Claude François aimait ça. Mike, il n'aimait pas ça. Moi, je l'ai vu pleurant avant de monter sur scène. Je l'ai vu mettre des coups de poing dans les murs avant de monter sur scène. Et je crois qu'il était malheureux. Après la scène, il y a les demandes permanentes de la presse adolescente. En 1974, Gérard Bousquet, un photographe de Hit Magazine, s'envole pour la Thaïlande avec le chanteur et les frères Baumann. L'idée est de monter une histoire, une rencontre avec une fan du bout du monde. La jeune Elisabeth n'est pas une admiratrice, mais elle accepte d'enchaîner les séances photos avec lui. Il a été vraiment charmant avec elle, il lui souriait, il la mettait vraiment à l'aise aussi, lui. Il la faisait rentrer dans le jeu. Puis après, elle s'est habituée, elle nous suivait, elle était contente. Il était très très fatigué quand même, parce qu'il n'arrêtait pas entre les tournées, les enregistrements, les interviews, tout ça, il n'en pouvait plus. Il s'est rendu compte au bout de très peu de temps que personne ne le connaissait, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, se balader partout, personne venait l'agresser. Et là, ça le rendait le plus heureux des hommes. Pour lui, c'était des vacances. On a décidé d'aller à Pattaya. Mike, il adore la mer. Il s'est installé à la proue du bateau, sur un transat, et là, il a bu du soleil jusqu'à plus soif. En Thaïlande, le quotidien de Mike est celui d'un touriste comme les autres, sauf peut-être au piano-bar de l'hôtel, où il ne passe pas du tout inaperçu. Il y avait une pianiste qui jouait et il va voir la fille et il lui dit je peux chanter une chanson avec vous? Alors elle hésite un peu puis elle lui dit bon chantez quelque chose. Et à ce moment-là il se met à chanter une chanson, un classique américain avec sa voix là. Voici justement une bande inédite sur laquelle Mike Brandt interprète ce type de standard américain, une reprise d'un titre des années 50 qui n'est jamais sorti. Oh, my love, my darling, I'm hungry for your touch alone.
la voix est sortie, c'est instantané, quoi. Tout le monde s'est retourné, dis donc. Non, mais vraiment, c'était incroyable. Les gens ont applaudi, c'était fantastique. Et le directeur de l'hôtel est venu nous voir et nous a proposé, je crois, $350 la semaine, plus l'hôtel compris, si Mike voulait bien chanter. Et Mike était fou de joie, parce que personne ne savait qui il était. Il était reconnu en tant que chanteur. Il a vu que c'était pas pour le nom de Mike Brandt qu'on l'admirait, mais pour sa voix. Alors là, il était aux anges. I need your love. Godspeed your love to me, baby. En février 1974, ses admiratrices découvrent donc l'histoire romancée entre Mike Brandt et sa fan du bout du monde. Et tout cela ne fait que renforcer leur ferveur, mais aussi l'angoisse du chanteur par la même occasion. Désormais, lors de chaque déplacement, il prend soin de visiter les salles et de vérifier le dispositif de sécurité avant ses concerts. Il y a un barrière? Est-ce qu'il y a un barrière? Ah? Il lui arrive même de fuir précipitamment la salle, protégé par des policiers qui l'escortent jusqu'à sa voiture. Là, je pense que sa dépression commençait très très fort. C'est même plus une peur du public, c'est une peur de lui-même qu'il avait. Je me demande si Mike aimait Mike. Hubert et Georges Baumann ont exhumé pour nous de leur cave des trésors qu'ils gardaient au secret. Des bobines sonores qu'ils nous dévoilent pour la première fois. C'était les bandes de Mike. Il y a un peu de tout, des bandes playback télé, des bandes orchestre, et puis il y a des bandes qu'on enregistrait avec Mike chez lui. On enregistrait ça sur un petit magnétophone. Tu te rappelles du nom? Un UR. Un UR, un petit UR. Et on enregistrait ça. Souvent, il pouvait être aussi bien dans son bain. Dans l'intimité de son appartement, ils ont réussi à capter des moments au cours desquels Mike Brandt se révèle. Comme celui-ci, où il s'accompagne à la guitare et improvise quelques vocalises. Ça m'impressionne d'entendre ça. Il y a très longtemps, c'est dur. Dans cette voix, il y a un mal-être profond qui s'exprime. Loin des siens en Israël, Mike Brandt ne se remet pas de la déportation de ses parents durant la guerre. Et il l'exprime aussi en dessin. Mike adorait la peinture, et les peintures de Mike sont assez tristes. J'ai jamais vu de couleur, toujours en noir et blanc, gris et blanc, et toujours des trucs un peu lugubres. Je pense qu'un bon psychiatre trouverait quelque chose là-dedans. En tout cas, moi, en les regardant avec le recul, je m'aperçois que Mike n'était pas bien quand il peignait ça.
Hubert Baumann a gardé l'une de ses œuvres, un portrait de lui, signé de cet artiste écorché. Tu vois, Hubert, je trouve que ça te ressemble quand même. Je pensais qu'avec du noir, il y a du bleu. T'as des longs cheveux, Mike te pas loupé. T'es quand même souriant, mais c'est quand même un peu l'angoisse. Hein, c'est un peu bizarre, toi. T'as vu, Mike 73. Ouais, ouais. Oh, my work. Oh, girl. Le chanteur se sent de plus en plus pris au piège d'un système. Il continue, certes, d'assurer ses galas, mais le mal-être et les angoisses s'installent. Plus que jamais, il a le sentiment de passer à côté de sa carrière. Assailli par ses démons intérieurs, il va commettre un geste désespéré, incompréhensible pour son public. Le 22 novembre 1974, il se jette par la fenêtre de son hôtel à Genève. Victime de plusieurs fractures, Mike Brandt reste 5 jours dans le coma. Quelques semaines plus tard, il tiendra lui-même à rassurer ses fans au micro d'une grande radio. C'était un moment fou. Et c'était ma faute. J'avais pensé, mes travail, j'avais trop de travail, l'enregistrement des galas, des voyages, la vie personnelle, privée et tout, les femmes. Et je crois que je vais sortir plus fort de cet hôpital parce que, crois-moi, maintenant, je n'ai pas envie de suicider. Et je dis merci à Dieu qu'il m'a sauvé ma vie. Tout ça, mais c'était une connerie. Et je crois que ça va être la dernière fois, j'espère. Oui, je crois, c'est la dernière fois. Il a fait un truc formidable à l'hôpital. Dès qu'il a pu un peu marcher, à l'étage du dessous, il y avait des petits-enfants, des enfants de 4 ans à 10 ans. Il descendait avec sa guitare, il chantait pour les enfants. Et je ne sais pas si les enfants savaient exactement qui venait chanter. Il adorait faire ça. You never, never say goodbye. Remember, no, no, never, no. Quand il était à l'hôpital, on a passé Noël à l'hôpital avec lui. Il nous a dit « je ne recommencerai jamais ». Et quand il m'a dit ça, maintenant avec le recul, je me rappelle de ses yeux. C'était un homme brisé. You find the way, you know I love you. Never, no, no, never time. Et effectivement, contrairement à cette promesse rassurante, Mike Brandt reproduit le même acte 5 mois seulement après sa première tentative. Le 25 avril 1975, il met fin à ses jours. Il disparaît à l'âge de 28 ans, après une carrière éclair qu'il aurait aimée différente, plus proche des grands artistes américains qu'il avait pour modèle depuis l'enfance. Ces vidéos, ces photos, ces enregistrements qui pour certains nous ont émus ou fait sourire, nous ont dévoilé une nouvelle fois d'autres facettes de nos idoles. Comme des albums souvenirs, ces archives secrètes des plus grands noms de la chanson française nous rappellent leur immense sensibilité et leur incroyable modernité. Bien d'autres trésors sommeillent encore et nous allons tenter de les retrouver afin d'entrer à nouveau dans l'intimité de nos artistes préférés.